Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission ici en direct du Parlement européen. Vous avez peut-être déjà vu nos précédentes émissions. À chaque fois, on interviewe un eurodéputé ici au Parlement européen pour informer les jeunes sur à quel point la démocratie est importante et quels sont les enjeux qu'ils peuvent influencer avec leur vote. Vous le savez peut-être, mais c'est la première fois depuis toujours que les 16-18 ans pourront voter ici en juin pour les élections législatives européennes. Il est donc important d'être averti sur plein de sujets et c'est le genre de choses que l'on fait ici. Nous avons déjà fait la migration, l'écologie, l'emploi, les affaires étrangères et aujourd'hui on aborde un sujet qui est tout aussi capital, les médias. Vous regardez peut-être la TV, vous écoutez sûrement la radio, vous êtes sûrement aussi beaucoup sur votre téléphone. Ce sont tous des petits mondes qui sont toujours en contact avec les médias. On va en discuter aujourd'hui, notamment avec Héloïse et Corentin. Héloïse Vanet, comment tu vas? Je vais super bien, merci. Et toi? Ça va super. Écoute, toi, tu es plutôt la voix des jeunes parce que Scanner, c'est une association qui va chercher la parole des jeunes dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc toi, tu vas aller chercher les inquiétudes des jeunes pour voir comment ici, au Parlement européen, dans les politiques, on peut régler les inquiétudes de ces jeunes. Et aussi, nous avons Corentin Melchior. Comment tu vas? Très bien, merci. Alors toi, c'est plutôt dans l'autre sens que tu vas aller. Il va partir des politiques pour voir comment ces politiques peuvent influencer le quotidien de nos jeunes. Nous avons l'honneur d'avoir un invité de marque aujourd'hui pour parler des médias. Il s'agit de Pascal Arimont. Bonjour Pascal Arimont. Bonjour. Vous allez bien? Enchanté, je vais très bien, oui. Est-ce que ça vous fait plaisir de participer à une émission qui est organisée par et pour des jeunes? Oui, Oui. je suis plus très jeune puisque j'aurai 50 ans en septembre, donc ça fait partie donc, des vieux, je crois, dans les yeux des jeunes. Justement, les jeunes qui nous regardent, peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Et donc, pour qu'ils apprennent à vous connaître, on fonctionne toujours de la même manière, avec un texte à trous. Et vous allez devoir répondre avec des phrases très très courtes. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, mais c'est pour démarrer sur la même base. Ça va. Alors, la première phrase, simple, je m'appelle. Pascal Arimont, Au Parlement européen, ma fonction actuelle, c'est. député, Je suis député depuis. 2014, juillet. Et mon parti au sein de l'Union européenne, c'est. C'est le PPE, le Parti populaire européen. Ok, on peut l'affilier à quoi, plus ou moins, en Belgique? Ce sont les... En Wallonie, c'est donc les engagés. En Flandre, c'est le CDNV. En Allemagne, c'est le CDU. Mon parti s'appelle CSP, donc socio-chrétien. Ok, si je devais résumer du coup son orientation politique, ce serait. Si je devais résumer son orientation politique. C'est centre. C'est le centre sur l'échiquier politique. On essaie de combiner ceux de droite et ceux de gauche pour faire un bon compromis au milieu. Et une question qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, la place de la jeunesse dans la politique européenne, c'est. Hyper importante et je dirais, forger le plan climat au sein de l'Union européenne. Donc, c'était les jeunes qui sont allés dans les rues pour nous dire, voilà, il faut faire quelque chose. Et on a fait, je crois. On l'a dit, aujourd'hui, on va parler des médias, donc d'esprit critique, de fake news, des réseaux sociaux. Mais pour ça, il y a quand même quelques termes à connaître avant de se lancer dans cette émission. Et pour ça, on a Corentin, notre dictionnaire européen, qui va nous aider sur deux termes, notamment la différence entre média et média social. C'est quoi un média, Corentin? Alors, effectivement, il est important de définir les termes que nous allons utiliser durant toute cette émission. Alors, le terme média recouvre une réalité assez large. On peut quand même tenter de le définir comme étant l'ensemble des procédés et des moyens permettant une large diffusion d'informations ou encore d'opinions. On pense aux médias dits traditionnels tels que la télévision, la radio ou encore la presse écrite. Mais alors, Corentin, c'est quoi la différence avec un média social? Alors effectivement, il est important de faire la distinction entre un média et les médias sociaux. Alors même si, comme leur nom l'indique, les médias sociaux font bien évidemment partie des médias. Mais on peut leur donner une définition plus précise. Ils se définissent comme suit. C'est un ensemble d'applications web ou mobiles qui mettent en lien des utilisateurs, qui leur permettent de créer directement leur propre contenu, mais également de les partager avec d'autres. Dans ce cas-là, on peut prendre pour exemple Facebook, Instagram ou encore YouTube, plateforme depuis laquelle vous regardez peut-être cette émission. Merci Corentin pour ces définitions. On va passer maintenant à la première rubrique, la rubrique d'Héloïse. Le but de cette rubrique, c'est de transmettre les témoignages des jeunes qu'on peut trouver sur le site scan-r.be, des jeunes qu'on a rencontrés en atelier, notamment parce qu'on traverse toute la fédération Wallonie-Bruxelles pour porter la parole des jeunes. Alors Héloïse, je te laisse donc réciter ce texte à Pascal Arimont et ensuite vous pourrez y réagir. Hermance, 16 ans, exprime. Je pense qu'on sous-estime le danger des réseaux sociaux. Parce que ça n'a pas autant d'impact que la drogue, l'alcool. Mais c'est tout à fait possible d'être accro au téléphone. Et beaucoup trop de personnes sont dépendantes de ces applications sans le savoir.
On peut donc se demander au niveau de l'Union européenne si on a conscience de cette problématique des réseaux sociaux et si par exemple l'Union européenne peut mettre en place des interdictions. On peut penser à TikTok par exemple qui est une application très addictive. Est-ce que l'Union européenne met des directives par rapport à ces applications? L'Union européenne a fait une loi qui s'appelle Digital Service Act, dans lequel il y a un chapitre dans l'article 28 qui dit que les plateformes doivent veiller à ce que l'intérêt de l'enfant doit être dans le focus des plateformes. Ça veut dire quoi? Que les enfants doivent être protégés. Moi, personnellement, j'ai organisé à ce moment-là, quand j'ai lu ça et que j'ai vu que le DSA sera mis en œuvre, j'ai organisé une conférence ici au Parlement avec TikTok, avec Facebook, avec les grandes plateformes pour leur demander est-ce que vous faites assez? Et j'ai également invité une institutrice allemande qui a écrit un livre qui dit on perd nos enfants et qui dit que les plateformes ne font pas assez. Ils font, pour le dire de manière directe, ils ne font rien ou elles ne font rien. Et on a confronté donc les thèses de cette institutrice allemande qui a écrit le livre qui était le best-seller en Allemagne aux plateformes. Et les plateformes ont dû avouer que oui, c'est vrai, toutes les mesures qu'on fait, ça ne suffit pas. Puisque moi aussi, je considère que les plateformes rendent accros les ados à l'écran. Et même plus, les contenus qu'on voit dans les plateformes ou sur les plateformes sont hyper dangereux, hyper choquants même. Les images que les jeunes de 8 à 12 ans voient sur leur GSM, c'est hyper choquant. Il y a des morts, il y a des violations, il y a du contenu d'extrême droite sans filtre. Donc je trouve que les plateformes ont un devoir vis-à-vis de notre société de mieux protéger nos enfants, les jeunes, devant ce contenu qui est à la fois choquant, parfois illégal même. Il y avait une jeune fille de 16 ans qui disait à TikTok, écoutez, vous dites que certains contenus ne sont plus sur vos réseaux, je peux les voir dans 2 minutes, je vous montre que c'est toujours accessible. Et c'est pour ça que l'Union européenne, du coup, elle peut interdire. Elle a maintenant un cadre légal, elle peut intervenir. La Commission européenne a maintenant fait des demandes à TikTok. Il faut mieux protéger nos enfants. La question est de savoir, est-ce que ça suffit? Moi, je crois que non. Il faut, à mon sens, faire une loi, je dirais, jeune, pour mieux protéger les jeunes des conséquences de ces plateformes. Une bonne entrée en matière, du coup, de parler des réseaux sociaux qui sont un peu les médias préférés des jeunes. C'est au tour maintenant de Corentin de rentrer dans sa rubrique qui est une déclaration publique. Donc, Pascal Rimond, pour cette rubrique, Corentin a l'habitude de lire une déclaration d'une personnalité publique, qu'elle soit politique ou non, afin de connaître votre avis sur le sujet. Ici, on va parler des fake news. Tout à fait, Robin. Alors, il est important de définir ce qu'est une fake news. Alors, cette expression elle désigne une information mensongère ou volontairement biaisée, diffusée dans les médias et qui contribue donc à un phénomène de désinformation. Alors, les fake news elles ont des conséquences importantes, tant sur le plan financier que sur le plan démocratique. Et certains États justement, les utilisent pour en déstabiliser d'autres. Et c'est ce que nous dit Nathalie Loiseau, qui est d'ailleurs députée européenne, dans son livre « La guerre qu'on ne voit pas venir ». Alors Pascal Rimond, je vais vous lire 2-3 extraits et on en discute juste après. Les fausses nouvelles voyagent 6 fois plus vite que les vraies et ont le pouvoir de déstabiliser les démocraties occidentales. Des multiples interventions de la Russie dans les campagnes électorales, des États-Unis à la France, en passant par l'Allemagne ou l'Italie. Ces guerres invisibles, sous-entendu celles des fake news, qu'on nous livre, nous n'avons surtout pas le droit de les perdre. Alors Pascal Rimond, ma première question est très simple. Nathalie Loiseau nous dit que justement ça peut déstabiliser une démocratie. Comment est-ce que ça fonctionne? Quel processus il y a pour déstabiliser un tel État démocratique? Je crois qu'il ne faut pas parler trop en théorie. On a vu avec le Brexit comment ça fonctionnait. Donc le Brexit a pu être réalisé grâce ou à cause des messages que les gens recevaient, mais qu'on a analysés par après, qui sont faux ou fausses. Donc ça fonctionne en créant, je dirais, sur les plateformes des messages avec des personnages qui n'existaient pas, des messages qui sont faux, mais qu'on livre à répétition et financés par des gens qui veulent orienter le débat d'une façon spectaculaire. Et je crois que la seule solution contre cela, c'est d'abord de dire qui écrit ces messages, de connaître l'auteur. Ça, je crois, l'Union européenne a maintenant fait des lois pour justement identifier ceux qui sont derrière ces messages.
Et je crois qu'il faut avoir une certaine critique vis-à-vis ce genre de message, être soi-même en mesure de vérifier si c'est bon, vrai, faux, mauvais. Et ça, je crois que nous sommes la première génération, ou vous êtes la deuxième génération confrontée à ce genre de message. Pour bien pouvoir vérifier si c'est vrai ou faux, il faut avoir les bonnes informations, il faut aller les chercher, il faut être, je dirais, un esprit critique. Tout ça, normalement, ça s'apprend à l'école, mais l'école n'apprend rien aux jeunes par rapport, je dirais, à ce monde digital. Mais du coup, Nathalie Loiseau nous dit que c'est un peu une guerre, finalement, ces fake Oui. news. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, qui dit guerre, dit armement, entre guillemets, est-ce que l'Europe est suffisamment armée pour faire face à ces Je vagues de crois que fake news? personne n'est armé, parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle forme de guerre. Donc, le seul instrument pour aider à combattre dans cette guerre, c'est d'avoir une bonne éducation, avoir un esprit critique, avoir des réflexes pour dire tout ce qui est écrit dans ces plateformes n'est pas forcément juste, correct, ou ça ne correspond pas à mon opinion. Parce qu'on parle aussi d'une ligne très fine entre liberté d'expression. Je peux dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est la liberté d'expression en Europe, mais alors il faut avoir des moyens pour dire c'est faux parce que. Et ce parce que, il faut que nous, ceux qui sont donc confrontés à ces messages, apprennent. Et je reviens à cela, c'est l'éducation normalement qui nous apprend. Puisque moi, ma génération, c'est la seule à être confrontée à ce genre de phénomène. Vous êtes plus habitués, vous êtes plus jeunes, vous êtes grandis dans ce monde. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de GSM quand j'avais votre âge, je n'ai pas eu d'ordinateur, l'Internet n'existait pas. Donc nous, on a dû apprendre à faire face à ça. C'est hyper difficile, surtout pour ma génération. Vous êtes plus cool, plus, je dirais, déjà mieux instruit, parce que vous connaissez tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des dangers et qu'il faut vraiment avoir un esprit très critique par rapport à tout ça. Et c'est vraiment une guerre qui vient aussi de l'extérieur. Allez, la Russie finance plein de choses pour nuire l'Union européenne, pour diviser l'Union européenne, pour créer des failles de notre système démocratique, puisqu'ils n'adhèrent pas à notre système. C'est normal c'est pas normal, mais c'est eux qui attaquent ce système de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser faire. Donc, il faut le dire ouvertement et essayer de dire aux gens qui consomment ces médias sociaux, de dire de quel horizon viennent ces messages. Donc les fake news, on l'a compris, c'est quand même une guerre à laquelle tout le monde participe, les jeunes aussi, même si on est un petit peu plus instruits, on a baigné un peu dedans, mais ça nous touche quand même. Et c'est une guerre qui est née en tout cas du coup, à cause des réseaux sociaux. Il y a un autre phénomène qui est arrivé à cause des réseaux sociaux, c'est Héloïse qui va en parler dans la prochaine rubrique. Elle a une situation concrète à vous réciter et vous devrez après y réagir. Je vais vous raconter l'histoire de Marie. Marie est une jeune fille de 14 ans. Chaque jour, quand elle rentre de l'école, son téléphone se met à vibrer. Sa gorge se serre, son ventre se noue et elle se met à trembler. Les notifications fusent. T'es moche, apprends à t'habiller, personne ne t'aime. Marie jette son téléphone et se couche dans son lit. Elle voudrait que tout cela s'arrête, mais les phrases tournent en boucle dans sa tête. T'es moche, apprends à t'habiller, personne ne t'aime. Alors, une larme se met à couler. On sait que malheureusement, le cas de Marie n'est pas un cas isolé et que le cyberharcèlement fuse de nos jours. L'Union européenne a conscience de cette problématique. Est-ce que vous pensez qu'enlever l'anonymat des réseaux sociaux pourrait être une clé contre ce cyberharcèlement? Je crois que ce qui fait plus mal, c'est des copains, des amis, des copains de classe qui font ça. Et c'est la réalité actuelle de nos écoles. Je recite cette institutrice allemande qui a écrit le livre, puisqu'elle est confrontée à ce genre de situation. Presque semaine par semaine, la police s'invite à ses cours, puisque les jeunes font du harcèlement digital, alors que tout le monde sait que c'est interdit de le faire. Et c'est même inscrit dans les codes pénaux de nos États. Mais c'est ça qui est hyper difficile à régler, à légiférer, puisque ça se fait à la maison, ça se fait à la classe. Avant, à mon âge, on faisait du harcèlement verbal.
mais ça s'arrêtait en sortant de l'école. Maintenant, ça continue. Et j'ai pu rencontrer une mère d'une fille irlandaise qui s'est tuée et qui a, en Irlande, fait tout un processus pour inscrire donc l'interdiction de cet harcèlement dans le code pénal irlandais. Ça s'appelle le Cocos Law. Et le témoignage qu'elle nous a fait ici au Parlement, c'était vraiment choquant. On était vraiment presque en larmes puisqu'on entendait ce témoignage. Et là aussi, donc, c'est interdit de le faire. Je crois que l'école joue un rôle, les parents jouent un rôle. Et il faut sensibiliser pour que cet harcèlement ne se fasse plus, puisque c'est vraiment, les chiffres sont alarmants. Les réseaux sociaux jouent naturellement un rôle, puisqu'ils vendent une image de beauté qui n'existait pas dans le vrai monde. Et c'est pour ça que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et c'est pour ça que j'ai organisé cette conférence, entre autres pour dire aux réseaux sociaux, il faut avoir en tête que des jeunes filles se tuent parce qu'ils ne correspondent pas à une image que vous vendez. Et le chiffre qui est mis sur le slide avant, c'était la mauvaise nouvelle, ça se vend 6 fois plus ou 6 fois mieux que la bonne nouvelle. Et c'est un peu là l'erreur du système, puisque les médias, les réseaux sociaux sont construits sur ce chiffre. Ça se vend plus, ça se vend mieux, donc je le fais. Et là, je trouve qu'on doit mettre des règles claires que l'Union européenne peut faire ça. C'est pour ça que je suis demandeur de règles beaucoup plus strictes par rapport aux réseaux sociaux. Donc pour moi, la Commission européenne, et j'ai écrit à Mme von der Leyen une lettre avec 20 collègues, soyez plus stricts, mettez en œuvre ou écrivez des textes qui sont beaucoup plus stricts envers les réseaux sociaux. Parce qu'il faut réguler ça. Si on ne le régule pas au niveau européen, les réseaux sociaux ne vont pas le faire de leur propre initiative puisqu'ils vont perdre de l'argent. C'est aussi simple que ça. Le cyberharcèlement, ce n'est pas une thématique marrante du tout. On va essayer d'un petit peu faire redescendre la pression avec une sorte de petit jeu. Ce n'est pas pour ça qu'on va s'amuser non plus. Est-ce que vous avez déjà joué au ni oui ni non lorsque vous étiez petit? Non. Non. En fait, c'est un jeu où on peut jamais dire oui ou non. Ici, ça va être complètement l'inverse. C'est Corentin qui va s'en charger. Je vous explique les règles. Elles sont assez simples. Corentin va vous poser 10 questions qui sont diverses et variées, en partant que ce soit du principe même de l'Europe, mais aussi au niveau des médias, évidemment. Vous devez toujours répondre par oui ou par non. Donc, pas de bien sûr, peut-être, oui ou non. Vous avez juste un seul joker que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Alors, le tout en moins de 2 minutes. Normalement, vous avez le temps. Tout à fait. Vous êtes prêts? Yeah. Être député européen est un objectif de longue date pour vous? Oui. Voudriez-vous incarner une autre fonction au sein de l'Union européenne? Non. Le fonctionnement de l'Union européenne est suffisamment compris par les jeunes? Non. La Commission européenne a-t-elle trop de pouvoir sur le Parlement européen? Non. La génération des primo-votants, celle qui regarde cette émission, a-t-elle toutes les clés pour faire face aux défis qui l'attendent? Oui. La Belgique, dans ses prises de décision, montre-t-elle suffisamment l'exemple dans une Europe divisée? Oui. Les médias respectent suffisamment la pluralité politique lors de leurs émissions? Joker. Les médias dits traditionnels, radio, télévision, presse écrite, sont-ils suffisamment contrôlés en Europe? Oui. Plus que 2 questions. Les médias participent-ils au développement des idées xénophobes et haineuses qui se répandent en Europe? Oui. Et enfin, il faudrait davantage réguler les réseaux sociaux. Oui. Ok, vous pouvez de nouveau vous exprimer librement. Mais attention, là, on va aller vraiment dans la profondeur de la politique. C'est Corentin qui garde la parole dans la rubrique logique ou contradiction ou logique implicite. Alors ici, donc, Corentin va vous poser une question allant du fonctionnement même de l'Union européenne ou alors de nouveau à la thématique du jour. C'est des questions que l'on pourrait qualifier de fond il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien et il va vous demander évidemment d'expliquer ou de justement dire qu'effectivement, dans la politique européenne, là, il y a une contradiction. Tout à fait. Alors, je tiens juste à préciser que la question est un peu longue parce qu'elle tient à préciser le cadre dans lequel elle s'ancre. C'est important pour que tout le monde comprenne sur ce plateau, ainsi que derrière vos écrans, le fond de la question ainsi que sa portée. Alors, aujourd'hui, l'Union européenne elle fait face à un phénomène important de concentration médiatique. Autrement dit, les grands médias, tels que la radio, la télévision ou encore la presse écrite, appartiennent à un petit nombre de personnes. En France, par exemple, 11 milliardaires possèdent 81% des quotidiens nationaux vendus ou encore 57% de l'audience de la télévision. Alors,
Ce phénomène n'est pas sans conséquences. Évidemment, on peut en citer plusieurs, telles que l'incitation à l'achat de produits fabriqués par ces mêmes entreprises, ou encore la disparition d'émissions d'enquête qui pourraient mettre à mal ces grands groupes, de même que la réduction du pluralisme de points de vue. Dans le même temps, l'Union européenne souhaite garantir le pluralisme justement et l'indépendance des journalistes, via notamment l'acte européen sur la liberté des médias conclu l'an dernier. Alors, Pascal Arimont, vous me voyez peut-être venir, mais est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire d'avoir une Union européenne qui, en fait, s'attaque aux conséquences de la concentration médiatique, mais pas à la cause même, qui est cette concentration dont, en fait, on ne parle quasi pas dans cet acte? Je crois que la concentration des médias, ça a aussi d'autres raisons. Et la raison s'appelle aussi réseaux sociaux. Puisque votre génération ne consomme presque plus les journaux classiques, ne regarde plus la télévision. Donc, les abonnés de ces médias traditionnels font défaut. Donc, c'est normal qu'il y ait une concentration par après qui se fasse. Et je crois que la pluralité des médias se fait d'une façon différente. Il faut tout simplement voir sur les réseaux sociaux, voir sur tous les nouveaux acteurs sur Internet qui remplissent un peu les conditions d'un vrai journalisme. Je crois que ce dont l'Europe a vraiment besoin, c'est des journalistes qui analysent les choses comme il faut, qui font des critiques là où il le doit et qui nous donnent une opinion de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Donc, puisque le monde change, les médias changent aussi. Donc, vers où on s'oriente, personne ne le sait aujourd'hui, puisque l'intelligence artificielle s'invite également dans ce débat. Et même les gens les plus intelligents ne savent pas nous dire quel sera le monde dans 10 ans avec l'impact de l'intelligence artificielle, même dans les médias. Puisque souvent, les journalistes maintenant peuvent utiliser cette intelligence artificielle pour écrire des textes. Et par exemple, on a maintenant, ici au Parlement, et avec le Conseil, on a légiféré dans cette matière en disant il y a maintenant un AI Act, donc le cadre qui règle l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui dit par exemple que dès qu'on fait un texte avec une intelligence artificielle, il faut le mentionner. Dès qu'il y a une image qui se fait à base d'une intelligence artificielle, il faut le dire. Ça n'existait pas encore, ça n'existe nulle part ailleurs, c'est l'Europe qui a fait. Donc ça, c'est un premier pas pour réguler un peu cela. Mais vers où le bon journalisme s'oriente, personne ne saura vous dire. Moi, j'espère qu'il se maintient et j'espère même que ce sera une des sources pour bien s'informer, que ces journalistes peuvent continuer à faire leur travail, qu'ils sont indépendants. C'est pour ça qu'on a fait le Media Freedom Act. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est au moins le message aux journalistes qui font du bon travail, on vous protège. Ça, je crois que c'est bien. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais juste laisser Héloïse conclure en lisant un petit texte de Pierre qui s'appelle « Twitter ou l'infini » que vous pouvez retrouver sur notre site scanner.be, un site où vous pouvez retrouver tous les textes de jeunes que nous rencontrons, mais aussi des jeunes qui nous écrivent. Dans cette ère de l'information, la dualité persiste. D'un côté, nous célébrons la capacité de l'information à transcender les limites physiques et à démocratiser la connaissance. De l'autre, nous devons faire face à la désinformation qui se répand à une vitesse alarmante. Il incombe à chacun d'entre nous de naviguer avec discernement dans cet océan de données, de conserver un esprit critique et de promouvoir l'éthique de notre consommation et notre diffusion d'informations. Un dernier mot peut-être? Très beau. Très beau. Et je retiens le mot esprit critique. Il faut réapprendre ou apprendre l'esprit critique. Il ne faut pas croire que tout ce qui est écrit quelque part est correct, est juste, est conforme. Non, il faut avoir l'esprit critique, être vigilant qu'il y a des gens qui menacent notre système de vivre, notre système d'écrire, notre système de penser. Donc vigilant et esprit critique, ce sont les mots-clés pour décrire ce qu'il faut avoir et ce qu'il faut développer. Merci Pascal Arimont d'avoir participé à cette émission. Volontiers. J'espère que ça vous a plu de participer à une Absolument. émission conçue par la jeunesse et pour la jeunesse, du coup, qui nous écoute. Top.
Ok, tant mieux. Du coup, je remercie aussi Héloïse et Corentin d'avoir créé cette émission de bout à bout et je vous remercie aussi, vous, de votre fidélité, de nous avoir suivis. Si vous n'avez pas encore vu nos précédentes émissions, je vous invite à aller les revisionner. On aborde pas mal de sujets, comme on l'a dit juste avant, l'emploi, l'écologie, les affaires étrangères. C'est très important de se tenir au courant de à quel point la politique peut influencer votre quotidien. C'est très important de connaître pour qui on veut voter en fonction de ses convictions. On devra le faire à partir de 18 ans pour toutes les élections en Belgique et on pourra le faire à partir de 16 ans pour les élections législatives européennes. Nous espérons que ça vous a plu. D'ici là, n'hésitez pas à porter votre voix et évidemment à nous suivre sur tous les médias. On en a beaucoup parlé. Nous avons normalement tout, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn et évidemment notre site internet où vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait de A à Z, scan-r.be. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une prochaine thématique avec un autre député. Merci Pascal Arimont. À bientôt. Merci beaucoup.